Bonjour à vous toutes et à vous tous, heureux de nous retrouver ce matin à Biarritz pour le lancement d'une opération Tour des villes qui est un souhait du CEPS et d'Inbara, qui est une fondation qui a vocation à accompagner les territoires dans leur développement. Et avec Inbara, nous avons souhaité, dans le cadre de notre club Ville de demain, sillonner la France sur le concept comment redynamiser et accorder plus de crédit au phénomène des villes moyennes qui ont été happées par les métropoles, alors doivent avoir vocation à faire rayonner les territoires. Et bien souvent, on a oublié, méprisé cette logique des territoires. Il y a un retour au sens et au bon sens, et c'est ce qui anime cette dynamique. Et nous allons donc sillonner ensemble sur un parcours chaque mois une rencontre avec un maire. Alors, pourquoi Biarritz? Je dirais, nous n'avions pas le choix. Jean-Paul Mazoyer, qui est notre partenaire et nous menons cette opération, nous a dit Biarritz, c'est pas mal. C'est pas mal. Et de surcroît, la maire est quelqu'un que je connais bien. Nous sommes séparés dans nos domiciles par juste une haie. Donc, on a sans doute des choses à se dire. Et nous avons accepté ceci. Donc, Tour des villes, c'est des rencontres avec à chaque fois un maire et en finale, nous sortirons un petit rapport sur effectivement comment développer cette attractivité. Et en parallèle à cette animation, a été transmis au service du maire de Biarritz, Maïder Arostegui, un questionnaire qui va plus loin que les aspects que nous allons pouvoir développer parce que nous n'avons qu'une quart et nous ferons la circonscription de tout ceci et on sortira un rapport pour aller plus loin. Alors, je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires. Ils sont affichés sur le plateau. Je tiens à remercier Jean-Christophe Fomentin, qui est le président de notre club Ville de demain. Et nous ne pouvions que nous rencontrer avec Jean-Christophe pour ce combat sur les villes moyennes. Et très légitimement, vous le verrez un certain nombre de fois dans ces Tours de France, et nous sommes heureux de sa présence, et je lui ferai des propos introductifs, en soulignant que nous avons été accueillis par ce morceau musical qui est une création spéciale pour le CEPS de Christian Saint-Preux. Voilà, merci donc à Jean-Paul Mazoyer qui aura aussi quelques propos. Je remercie effectivement pour la synthèse, puisqu'il y a toujours une synthèse dans nos débats, Rémi Tambo, qui est rédacteur en chef de Ville, de cadre de ville, pardon, et cadre de ville, partenaire de ce que nous faisons. Voilà, eh bien, nous animons ces débats avec 3 questions et vous verrez, ce sera successif, période de challenging. Après ça, nous ouvrirons les micros et vous allez voir, c'est comme une mission de radio. On va au cœur des choses et en étant concis. Jean-Christophe, c'est à toi. Très bien. Bonjour à tous. Merci Loïc de cette introduction. Cette initiative Tour des villes est particulièrement intéressante dans le contexte actuel parce que on l'observe tous. Il y a pas une journée sans un débat, un article, un dossier sur là où les Français veulent vivre. Et la crise, elle a provoqué en fin de compte cette question. Elle a interpellé les Français sur leur projet de vie, sur la qualité de vie, sur la proximité avec la nature, sur toute une série d'éléments qui étaient, à mon avis, sous-jacents, mais que la crise met au premier plan. Et donc, quand on pose aux Français la question « Où est-ce que vous rêvez de vivre compte tenu de l'évolution de notre société ?», on a comme corollaire la question qui se pose aux villes « Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour accueillir, dans la diversité de ce que vous représentez, dans la diversité que représente Biarritz, dans celle que peut représenter une commune, un petit village à la campagne ou une ville métropolitaine, quelles sont finalement les conditions que les uns et les autres mettent en place pour ceux qui veulent faire évoluer leur projet de vie, trouvent dans les villes de France une synthèse, une offre qui corresponde à leurs envies. Et on voit dans les études qu'en fin de compte, comme tu le rappelais, que les villes moyennes, elles sont majoritaires
quand cette question est posée. Villes moyennes et les villages sont celles qui attirent le plus des Français, attirés par de l'espace, par une forme d'apaisement, par une proximité avec la nature, par une socialité aussi plus facile dans des unités urbaines mieux maîtrisées et qui offrent tout un spectre de services et d'avantages aujourd'hui bien identifiés. Et le deuxième élément qui vient bouleverser ça, et la concomitance est de ce point de vue intéressante, c'est la technologie. C'est-à-dire que la technologie, elle nous permet d'amener avec nous, quelle que soit la ville dans laquelle on va aller, un certain nombre de services, publics ou privés, qui hier étaient réservés à des ensembles, à des densités urbaines qui justifiaient, par la masse critique, la réalité de ces services, encore une fois, publics ou privés. Donc on a un double phénomène, en fin de compte, qui se combine, une attirance de plus en plus forte des Français vers des unités urbaines apaisées, et pour autant, dans ces unités urbaines plus petites, plus apaisées, une qualité de service qui est liée qui est corrélée à l'évolution de la technologie, à la fibre, demain à la 5G et à tous ces modèles économiques qui se reconfigurent avec ces technologies. Et donc, ce qui m'avait amené à dire le sujet est moins de mettre de la nature en ville que de mettre des avantages de la ville dans la nature. Il est vraiment de retrouver à terme les avantages de la très grande ville ou de la métropole dans cette diversité du tissu des villes françaises, des villes moyennes, voire des villages. Et c'est en ce sens que ce tour des villes est intéressant, parce qu'il permet à la fois aux maires qui vont être rencontrés, interrogés, sollicités dans ce Tour de France, de mettre en avant leurs avantages compétitifs, qu'est-ce qu'ils ont et que les autres villes n'ont pas, et qui peut justifier cette singularité et cette attractivité, et puis en même temps, comment eux-mêmes voient ces mutations, comment ils les vivent, comment ils les préparent, comment ils les anticipent, comment ils mettent la technologie au service aussi de cette modernité très légitime que chacun est en droit d'espérer et d'attendre. Et donc ce tour des villes, dans la diversité des profils des villes françaises, sera certainement riche d'enseignements sur les modalités d'adaptation à ce nouveau paradigme qu'on partage et qu'on vit en ce moment. Merci Jean-Christophe. Jean-Paul. Bonjour à tous, bonjour Jean-Christophe, bonjour Loïc, merci pour ces mots. Je me retrouve pleinement dans les propos de Jean-Christophe. Je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'est Indara et pourquoi nous avons choisi de nous associer à ce tour des villes. Toute l'aventure d'Indara est née d'une conviction sur le rôle moteur des territoires dans les transformations d'avenir de notre société. D'abord, comme l'a dit Jean-Christophe, un monde en mouvement dans lequel les grandes métropoles ont de moins en moins la cote, un monde où chacun aspire à travailler là où il a envie de vivre et non l'inverse. Et ce besoin d'ancrage dans les territoires s'accentue. On le voit bien dans le contexte actuel et la crise a, à mon sens, renforcé durablement cette tendance. Les territoires sont finalement un lieu privilégié de ces nouvelles dynamiques économiques, culturelles, sociétales. Et comme ça a été souligné également, d'autant plus que les moyens technologiques, numériques permettent et rendent plus efficace encore cette échelle locale qui permet d'aborder des problématiques de façon beaucoup plus concrète et de mettre en œuvre des solidarités. C'est pour moi une réelle opportunité pour les territoires d'imaginer et de construire ces solutions face aux enjeux qui sont les nôtres devant nous. Alors, on a lancé à l'automne 2020 Indara. Indara, c'est un fonds de dotation au service de la transformation des territoires qui est là pour mobiliser, qui est là pour rassembler des mécènes autour d'un programme d'intérêt général et tout ça dans un objectif qui est d'accompagner toutes les nouvelles formes de développement des territoires. La mission d'Indara et les actions s'appuient sur 3 piliers. Le phare, qui est un espace de réflexion, de proposition, de repérage, de décryptage de ces initiatives à travers le monde. L'objectif, c'est de venir présenter ces initiatives pour réfléchir ensemble à l'avenir des territoires. Le deuxième pilier, c'est la fabrique, qui est finalement une dynamique d'initiation, d'accompagnement de ces initiatives, de ces expérimentations pour soutenir ces idées et ces projets concrets pour les territoires. Et le troisième pilier, c'est Indara Social, qui est finalement une caisse de résonance où nous avons pour mission de montrer quelles sont ces actions qui ont été engagées pour amplifier les dynamiques, donner les moyens à chacun d'être acteur de ces changements.
L'initiative qui a été proposée avec Tour des Villes, qui propose ces initiatives autour de ces questions d'attractivité, vous l'avez compris, fait complètement écho à notre engagement pour développer ces échanges, partager ces expériences sur ces nouvelles dynamiques et auprès de tous les acteurs. L'été dernier, nous avons travaillé avec les universités, des écoles universités en France, pas simplement dans le sud-ouest, pour proposer à des étudiants de travailler, de réfléchir au territoire de leur rêve et d'imaginer des projets. On a beaucoup de choses qui sont nées de cette réflexion. On va pouvoir communiquer aujourd'hui sur leur projet. Le partenariat avec le CEPS sur Tour des Villes, c'est l'occasion finalement de développer ces espaces de réflexion, d'expression, et en allant à la rencontre des maires, des élus qui portent ces projets avec leurs spécificités, leur territoire, leurs enjeux. Et c'est un moyen d'ouvrir ces échanges au plus grand nombre. Alors c'est vrai que c'est pour nous un plaisir de commencer ce tour des villes avec Maïder Arostegui. Indara est un fonds de dotation, comme je le disais, qui est localisé dans un immeuble innovant de coworking qui soutient le développement des startups à Biarritz. Et donc, il était logique qu'on puisse ainsi également participer à ce mouvement. Je suis ravi d'être à vos côtés pour ce lancement de Tour des Villes ce matin et pour ces initiatives, pour ces rencontres qui s'annoncent extraordinairement riches. Notre slogan, je finirai par ça chez Indara, c'est Indara, ça veut dire la force en basque. Et selon nous, l'inspiration fait la force et c'est l'objectif de ces rencontres. Merci Jean-Paul. Écoutez, vous l'avez compris, ce matin, nous sommes tous inspirés. Maïder, quel plaisir de nous accueillir chez vous. Et pour relever ce beau défi, et vous voyez, on est allé au cœur des choses puisqu'on pose la question générique, Biarritz, ou comment relever le défi du dynamisme, dynamique économique, de l'innovation, donc des ruptures. Et cela va de soi, dans ces villes paisibles, c'est le bien-être. Alors, comment concilier tout ceci? Qui nous amène tout simplement à vous poser, Maïder, la première question. Alors, quelle ambition avez-vous pour la ville de Biarritz et quels sont les grands chantiers prioritaires qu'il conviendrait de mettre en œuvre, selon vous, pour relever le défi de l'avenir? Alors tout d'abord, je vous remercie. Je remercie Jean-Paul Moisoyer et juste avant lui, Jean-Christophe Fromentin pour leurs propos introductifs, pour leur confiance, d'abord pour être la première à lancer ce tour de ville. Et vous avez effectivement présenté le fait que Biarritz soit la première ville. Moi, je pense que Biarritz est peut-être la première ville aussi, parce que Jean-Paul a présenté un des symboles de cette action, qui est le phare. Et en fait, c'est vrai que Biarritz est un phare. D'abord, Biarritz a un phare. Et Biarritz est une ville qui rayonne et qui illumine. Elle illumine tout le territoire autour de son territoire, qui est le Pays basque. Et il est pour moi très difficile de parler des ambitions que j'ai pour ma ville sans parler des ambitions pour le Pays basque, parce que Biarritz est une porte d'entrée sur le Pays basque. Je suis donc la première femme maire élue de cette ville. Et surtout, je succède, je dirais, à mes prédécesseurs qui ont créé pendant 30 ans un dynamisme, une façon de travailler, des atouts pour la ville qui aujourd'hui, je pense, ont besoin de rafraîchissement et ont besoin justement d'un nouvel élan. Et donc tout le travail qui est le mien et l'ambition que j'ai, d'abord, c'est de maintenir cette ville dans ce qu'elle a d'assez typique, c'est-à-dire son ancrage, ses racines, sa culture. Vous avez choisi le mot Indara, qui est le mot force en basque. Une des caractéristiques de ce territoire pays basque, c'est justement d'avoir une culture et une langue très particulières, très à part. D'ailleurs, on connaît assez peu les origines de la langue basque. Et donc, c'est de pouvoir préserver ses racines, de continuer à mettre en avant cette culture. J'en profite pour vous dire que cet été, nous accueillerons une très belle exposition de l'artiste basque Zigor autour des mythologies basques, qui sont quelque chose de très peu connu.
Et également, en dehors de cet ancrage culturel, ce que je souhaite faire, c'est projeter Biarritz dans le futur et donc lui permettre de retrouver une de ses caractéristiques anciennes qui était justement d'être avant-gardiste, puisqu'il y a pratiquement, je crois que c'est 45-50 ans, Biarritz avait été la première ville en France avec le visiophone. Donc nous étions pilotes et je souhaite faire de Biarritz une ville pilote pour des expérimentations particulières, que ce soit des expérimentations technologiques, des expérimentations sociales ou autres. Donc voilà mes ambitions, à la fois maintenir cet ancrage, ne pas le perdre justement parce que nous sommes une ville attractive, nous avons beaucoup d'apports extérieurs et c'est tant mieux, mais il ne faut pas nous perdre justement dans cette richesse extérieure. Il faut savoir rester ancré et cultiver nos racines et notre culture et en même temps nous projeter dans l'avenir et nous donner la possibilité d'expérimenter. Merci, Maïder. Alors, ça amène quand même à une question. La culture basque est une culture forte. Est-ce que, dans le fond, tout en reconnaissant le besoin d'une territorialité, de l'exprimer dans sa tradition, mais est-ce que le fait de cet ancrage basque ne peut pas être en soi peut-être étouffant ou limitant? J'aimerais vous entendre par rapport à ça et voir effectivement quelles sont vos relations avec les autres territoires et la singularité de votre attractivité. Alors, les autres territoires, je ne sais pas exactement auxquels vous faites allusion. Est-ce que vous faites allusion peut-être au sud, au côté, Alors, à l'Espagne, à l'Occitanie. Alors, nous sommes à la fois dans cette très grande région, aquitaine et nous sommes également très proches de l'Occitanie. Il se trouve que dans mes travaux, au département, en même temps que dans la ville, je suis particulièrement, intéressée et je travaille sur tous les thèmes transfrontaliers. C'est-à-dire que j'essaye, non pas de gommer la frontière, mais au contraire d'essayer d'aller voir des 2 côtés ce qui peut nous rassembler. Alors entre le nord et le sud, avec l'Occitanie, c'est vrai que nous avons des relations, je dirais, économiques, puisque un de nos bassins d'activité, enfin une de nos activités, c'est l'aéronautique et que tout le bassin de sous-traitants s'étend aussi jusqu'en Occitanie. Donc, nous essayons voilà, de nous ouvrir, de nous agrandir. Et je fais partie, en tout cas, de ces personnes ou de ces familles politiques qui pensent que cet ancrage doit être maintenu, mais justement, il ne doit pas nous empêcher de nous ouvrir et de regarder ailleurs. Donc, non pas de nous refermer sur notre ancrage, sur nos racines, mais au contraire, parce qu'on est fort et parce qu'on est ancré, ça nous permet d'aller vers les autres et de s'ouvrir aux autres. Merci. Alors, dans cette idée d'ouverture, quelles sont vos relations avec l'Europe? Alors, vous parlez à une Européenne convaincue. Oh! Je reste, malgré tout ce qu'on peut entendre de critiques, souvent fondées d'ailleurs sur l'Europe, je reste une Européenne convaincue. Alors, est-ce que c'est ma tranche d'âge qui fait que je reste encore marquée par, par ce que l'Europe a voulu nous apporter, par cette idée, par cette ambition de l'Europe? Et je pense qu'aujourd'hui, à travers ce que nous vivons, qui est un accélérateur de tendance, effectivement, c'est une crise, mais je pense que les crises aussi nous permettent de nous réinventer, d'aller puiser des idées, des solutions auxquelles nous n'aurions pas pensé. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, nous avons besoin de travailler cette Europe. Alors évidemment, elle met longtemps à se perfectionner, mais je pense qu'aujourd'hui, le repli que peut avoir peut-être la Grande-Bretagne, et Dieu sait si je regrette le départ de la Grande-Bretagne, je pense que nous devons être encore plus proches, travailler encore plus la main dans la main avec nos partenaires européens et s'éloigner de cette tentation du repli sur soi entre nations. Merci, Maïder. Alors, ça mène à une autre question, alors qui est très impertinente, hein. Finalement, est-ce que vous vous sentez beaucoup plus proche de la Nouvelle-Aquitaine ou de l'Occitanie? Spontanément, je vous dirais la Nouvelle-Aquitaine. Je vous Non. dirais la Nouvelle-Aquitaine d'abord parce que j'ai fait mes études à Bordeaux. Euh, donc ça crée toujours des liens. Et puis voilà, la grande région Nouvelle-Aquitaine
est un immense terrain de travail, même si nous avons l'Occitanie à côté et si nos amis occitans et toulousains, j'ai souvent l'occasion de les fréquenter et de travailler avec eux lors justement de nos séances de travail sur les crédits européens qu'on appelle POCTEFA. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, le défi se trouve à l'échelle de la grande région, qui va permettre justement de retravailler toute l'économie, les transports. On se rend compte aujourd'hui, à l'occasion de cette crise, notamment la dépendance que nous avons vis-à-vis des transports, que ce soit le rail, que ce soit également l'aérien, et tout ça passe par un travail au sein de la grande région. Alors, ça m'aide à une autre question. Finalement, on tourne autour du pot, mais quelle est la singularité, s'il en a une, de Biarritz? La singularité de Biarritz, c'est une ville qui est très ouverte aux autres, qui est une ville d'accueil, et d'ailleurs elle est attractive. Nous avons beaucoup de personnes extérieures au territoire qui viennent s'installer et qui cherchent à vivre chez nous. Et en même temps, nous avons non pas des Gaulois, mais des Biarros qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, totalement assimilés, si je puis dire, et qui voient souvent d'un œil un peu agacé l'arrivée de ces nouveaux Biarros. Et donc, le défi, c'est vraiment de garder une vie de quartier, de pouvoir garder à l'échelle de la ville euh, ce, ce tropisme biarro. Donc, être ouvert à l'extérieur et en même temps favoriser la vie de quartier, c'est là tout notre défi. Et c'est aussi ce qu'on va faire à travers la création des conseils consultatifs de la vie locale. On a divisé la ville en 7 quartiers. Et donc, chaque conseil pourra travailler ses caractéristiques de quartier, sa vie de quartier, tout ce qu'il souhaite améliorer. Donc, on revient à une échelle encore plus petite que l'échelle de la ville. Et c'est ça aussi que nous demandent les habitants, la possibilité d'être des acteurs dans leur quartier, sur leur périmètre, sur leur territoire petit. Merci, merci Maïder. Alors, comme le souligne très bien Cathy Larquet, qui trouvait que les questions étaient récurrentes à fond régionaliste, mais au départ, il faut camper le départ, un peu comme son intervention. Comment relever finalement ces grands défis économiques et en même temps écologiques? Vaste question sur laquelle nous avions réfléchi avec les Biarros pendant plus d'un an et demi, à travers des ateliers. Ça, c'était pendant la campagne des municipales que nous avions commencé plus d'un an avant. Et nous avions fait des ateliers dans lesquels nous avions invité les Biarros. Nous les avions invités à réfléchir avec nous parce que je pense qu'en 2020 et encore plus en 2021, les citoyens ont envie d'être des acteurs, des participants des décisions qui les concernent pour leur quotidien, et non pas, après les élections, voilà, de laisser le politique, enfin en tout cas les décideurs que nous sommes, décider tout seuls. Donc concernant la partie économique, vous savez que l'économie aujourd'hui, les décisions économiques sont de la compétence à la fois des agglomérations et des régions. Et une de nos particularités, là encore, est d'être dans une très grande agglomération, une des plus grandes, peut-être la deuxième plus grande de France, qui est l'agglomération Pays Basque, qui regroupe 158 communes. Et donc aujourd'hui, nous sommes une grande assemblée de 158 personnes, enfin 158 maires, qui devons travailler justement au développement de notre territoire, main dans la main avec la grande région Aquitaine, puisque c'est elle qui a les clés du développement économique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un maire, que ce soit à Biarritz ou dans d'autres villes, il est aussi un membre d'une agglomération, et c'est son implication dans les décisions, dans les grandes lignes de cette agglomération, qui vont faire son développement économique. J'ai la chance d'être vice-présidente sur tout ce qui est assainissement, eau pluviale et économie bleue également. Donc ça veut dire qu'on mêle à la fois la question de l'économie, puisque le développement de l'économie bleue est justement un des
territoire d'innovation sur lequel la ville de Biarritz et l'agglomération va travailler, y compris la région Aquitaine. Et l'assainissement, alors certes, c'est pas très glamour l'assainissement, mais en même temps, quand on parle d'écologie, c'est un cœur d'écologie, puisque c'est toute la qualité des eaux, et en particulier la qualité des eaux de baignade, qui relève de cette compétence assainissement. Et lorsqu'on vient à Biarritz pour des vacances, lorsqu'on y habite, la mer est présente absolument partout. Et donc, la première des exigences en termes d'écologie, de respect de l'environnement, c'est de pouvoir marcher, nager, pratiquer le surf dans des eaux de baignade qui soient le plus qualitatif possible. Et donc, ça, c'est un vrai défi parce que l'assainissement, ce sont des travaux qui sont très longs, qui sont très coûteux. Et donc, c'est le défi que je me suis donné au sein de cette agglomération, mélangeant à la fois la protection de l'environnement à travers la mer, l'océan, et l'économie bleue, dans lequel notamment un des prochains projets sur lequel nous allons travailler est d'accueillir un centre de biomimétisme que je souhaite implanter à Biarritz. Merci, Maïder. Alors, on a parlé effectivement de développement économique, développement écologique, c'est un défi. Finalement, quelle ambition et est-ce qu'on doit avoir une révolution dans les aspects touristiques? Alors, je ne sais pas si le mot révolution est le mot le plus approprié. Souvent, on a peur du changement. Je pense que l'évolution vers laquelle nous allons est d'amener les citoyens à devenir beaucoup plus acteurs et responsables de la façon de voyager, de la façon de consommer du séjour, du déplacement. Et c'est tout un travail que nous menons avec la structure qui s'occupe du tourisme d'affaires et du tourisme individuel qui s'appelle Biarritz Tourisme. Nous avons 47 personnes dédiées à cette structure. Et aujourd'hui, alors qu'évidemment, cette épique est à l'arrêt quasiment, puisque nous avons très peu de visiteurs et que tout le tourisme d'affaires est à l'arrêt, eh bien, nous sommes en train de travailler justement sur le tourisme durable, ce qu'on appelle le slow tourisme. Comment concilier un tourisme de proximité et un tourisme plus respectueux, qui est donc bien évidemment l'opposé de ce que nous voulons, qui est le tourisme de masse, qui est d'ailleurs celui que nous avons quelque part subi l'été dernier du fait de la crise. Mais à partir de maintenant, voilà, nous souhaitons travailler sur une autre façon de penser le séjour, plus respectueuse. Et pour cela, voilà, nous souhaitons offrir à nos visiteurs toute une palette de services en relation justement avec ce tourisme durable et respectueux de l'environnement et des individus. Merci, Maïder. Ça amène à une question qui est posée d'ailleurs par un de nos éditeurs. Finalement, comment gérer ce temps vacancier avec une forte affluence et ce temps d'hiver? Euh, Comment éviter, on soulignait, quels événements, activités pour rendre la ville, oui, notamment un de vos temps, la rendre plus vivante en hiver? La ville, en 2021, en dehors bien sûr de la période que nous connaissons, est une ville qui est devenue beaucoup plus vivante parce que, se sont créées il y a 30 ans des infrastructures, dédiées à l'accueil du tourisme d'affaires qui nous permet justement, en dehors de la période estivale, de créer de l'activité. Et aujourd'hui, c'est à la fois notre richesse et notre fragilité parce que nous avons 2 casinos, le casino Bellevue, le casino municipal, qui ont, des salles de congrès, qui ont des amphithéâtres. Et nous avons également le théâtre de la Gare du Midi qui accueille des congrès, des spectacles. Et tout ça nous permet, tout au long de l'année, de créer de l'activité économique, culturelle. Mais je vous disais également que c'est une source de fragilité parce que ce sont de très gros bâtiments qui sont extrêmement lourds à entretenir et qu'aujourd'hui, mon défi, le défi de Biarritz Tourisme et de tous les professionnels est de savoir comment trouver la bonne solution entre l'entretien de ces structures et notre capacité à attirer des congrès ou en tout cas une forme de tourisme d'affaires qui reste peut-être à inventer puisque la crise a tout perturbé et qu'aujourd'hui personne, même pas les grands chercheurs, n'est en capacité de dire demain si ce tourisme va être le même qu'aujourd'hui, est-ce qu'il va évoluer dans un scénario hybride? Est-ce qu'au contraire, les entreprises auront une envie très forte de se retrouver en présentiel dans des endroits autres que les bureaux? En tout cas, pour nous, c'est une question qui est majeure
puisque cette question pourrait nous faire basculer du bon ou du mauvais côté de la force. Alors, une question de Cathy Larquet. Alors, la question est la suivante. Au-delà du tourisme saisonnier, quel est l'axe de réponse? La politique de l'agglomération concernant une densité urbaine grandissante, notamment sur le territoire Bayonne-Anglais-Biarritz. Alors, j'ai une réponse qui ne va pas certainement satisfaire la personne qui l'a posée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le PLH, qui est le plan local d'habitat, et qu'aujourd'hui, ce plan local d'habitat nous invite très fortement, je n'ose pas dire nous contraint à densifier. Nous sommes sur des territoires aujourd'hui qui sont déjà très urbanisés. La ville de Biarritz est la ville la plus dense du département. Et tout autour, en tout cas sur la côte, et même à l'intérieur du Pays basque, face justement à la disparition des terres agricoles et du foncier économique, eh bien aujourd'hui, l'État nous invite très fortement à densifier. Donc je crains que dans les années à venir, nous ne soyons pas justement dans ce que votre auditrice nous demande. Alors, dernière question sur ce premier temps. Finalement, vous parlez de densification. Quelle est votre politique pour relever le défi des mobilités? Alors, nous étions dans les mobilités. Je voudrais juste peut-être terminer sur la densification parce qu'elle est liée. Je me suis engagée pendant la campagne à éviter en tout cas une forme de densification qui consiste à laisser filer des maisons, des villas et en faire des petits collectifs. Donc ça, je ne le ferai pas. Et donc la densification qui m'est demandée par les services de l'État et par l'agglomération se fera dans les nouveaux quartiers dans lesquels nous n'hésiterons pas à monter un petit peu plus que ce qu'il a été fait les 2 dernières années pour éviter justement d'abîmer les quartiers parce que c'est la richesse de notre ville d'avoir ces 7 quartiers densifiés de façon différente. Et concernant la mobilité, donc c'est le grand plan de l'agglomération, je suis également au syndicat des mobilités. Et donc notre grand défi est bien évidemment de favoriser les mobilités douces au travers d'un ambitieux plan de pistes cyclables, d'un programme de transport en commun, bien évidemment, qui reste encore à perfectionner, et enfin également des essais de piétonisation dans l'hypercentre-ville de Biarritz qui demandera bien évidemment des zones de stationnement en périphérie. Et c'est tout le travail que nous faisons non seulement avec l'agglomération, mais également avec les groupes autoroutiers qui gèrent les autoroutes, de façon à ce qu'ils nous accompagnent dans des parkings relais à la sortie des autoroutes. Mhm. Merci, Maïder. Alors, nous passons au second questionnement. Alors, comment relever le défi du numérique et du digital? Quelle réponse apporter aux particuliers, mais aussi aux entrepreneurs? Et quels défis pour la ville en termes de proximité et de nouveaux services? Avec quels moyens et quels acteurs? Alors d'abord, il y a une réponse de base, c'est d'avoir accès à la fibre, d'avoir accès à ces moyens-là. Et on s'étonne que dans certains quartiers, il y a encore des zones blanches, alors que théoriquement, le territoire de la côte est totalement fibré. Le défi est également de convaincre certaines associations, certains lobbies qui sont anti 5G, justement de nous permettre de diffuser cette technologie qui nous permet d'avoir accès à l'information. Donc ça, c'est notre premier défi. Et bien évidemment, l'autre défi est de pouvoir accueillir, héberger des entrepreneurs, des jeunes entreprises qui souhaiteraient se créer sur notre territoire. Et en ça, le village Baïséa, je l'avais dit à Jean-Paul Mazoyer dès que je l'avais rencontré, est une bénédiction. J'avais moi-même fait ce rêve un peu fou de pouvoir accueillir l'équivalent d'une station F à Biarritz avant de me lancer dans la campagne des municipales. Et lorsqu'un acteur privé vous amène une structure de cette qualité et de cette dimension, bien évidemment, c'est un énorme atout pour notre ville. Donc je pense que le village Baïséa va être pour nous un grand pas qui va nous permettre justement d'avancer dans ce défi du numérique et du digital. Ensuite, vous avez comme question quel défi pour la ville en termes de proximité et de nouveaux services. Le mandat de maire est le mandat de la proximité.
Donc la proximité, ça veut dire qu'il faut être disponible, à l'écoute, mais ça veut dire que derrière, tous vos services également doivent suivre. Donc pour ça, nous sommes en train de restructurer un grand nombre de services, en particulier les services techniques de la ville de Biarritz. Et nous créons un service qui s'appelle Allô Madame le maire, qui permettra aux citoyens d'appeler un numéro spécial en mairie, de faire remonter tous les petits tracas de la vie quotidienne, mais pardon cette expression, qui peuvent vous gâcher ou vous pourrir le quotidien, et surtout notre engagement, notre contrat de confiance, si je puis dire, et qu'en 48 heures, les citoyens biarros qui appelleront Allô Madame le maire auront une réponse. C'est-à-dire qu'on sera capable de leur dire d'abord qu'on a pris en compte leurs problématiques et qu'on va y apporter une réponse. Donc aujourd'hui, pour nous, ce défi de la proximité, déjà, c'est de répondre aux problématiques du quotidien. Et ça, c'est voilà, un des gros axes que nous avons. Les nouveaux services, les nouveaux services, je dirais que dans un premier temps, la ville doit adresser tous les défis du quotidien qu'elle n'a pas adressés par le passé, notamment tout ce qui fait le cadre de vie et la qualité de vie d'une cité, la qualité des trottoirs, la qualité de ces espaces verts, la qualité de ces espaces publics, la possibilité voilà, de plus végétaliser, d'avoir des places, des endroits qui sont des endroits de convivialité que nous devons très nettement améliorer. Par le passé, il y a eu des grandes envolées urbanistiques qui ont beaucoup bétonisé, en tout cas grisé la ville. Et aujourd'hui, une des demandes des Biarros, c'est de retrouver un cadre et une qualité de ville au travers justement de plus de verre, de placettes beaucoup plus chaleureuses. Et les commerces de proximité sont notre grande force aussi. Donc, nous facilitons tout ce qui est installation de commerces de proximité et là également dans les quartiers. Alors, il y avait beaucoup de questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez répondu, bien sûr. Alors, ça amène finalement dans cette démarche qui est importante, qui est celle finalement de l'ouverture vers le monde digital, des nouveaux services, mais en même temps être un élément attractif pour les entrepreneurs. Et finalement, quels efforts sont faits pour attirer les entrepreneurs à venir s'installer à Biarritz? Alors, aujourd'hui, notre grande difficulté pour attirer les entrepreneurs, c'est la capacité à les loger. Donc, l'attractivité de la ville, bien sûr, a fait flamber les prix de l'immobilier. Et lorsque nous avons des jeunes entrepreneurs, on arrive éventuellement à leur trouver des bureaux ou des espaces de coworking et encore. Mais par contre, on est incapable de les loger. Donc, pour nous, le grand effort d'attractivité, d'abord, c'est de leur permettre de travailler avec, par exemple, demain, la 5G, mais surtout la capacité à leur trouver des endroits pour se loger. Donc ça, c'est vraiment le gros défi que nous avons. Merci. Alors, nous aborderons tout à l'heure, en dernière question, tous les aspects concernant le logement. Et j'ai bien retenu notamment la question qui était posée par Pauline Dix, mais ce sera pour tout à l'heure. Alors, on continue un petit peu sur ceci. Est-ce que vous avez, comme le développe à l'heure actuelle certaines villes moyennes, c'est ce service Allo Installation, c'est-à-dire je souhaiterais m'installer, comment peut-on m'aider? Non, non, nous n'avons pas ce service-là. Mais effectivement, je note cette idée-là, effectivement, qui peut être extrêmement intéressante, mais c'est vrai que nous ne l'avions pas. Nous cherchons par contre à éventuellement avoir une attractivité fiscale que nous n'avons pas aujourd'hui, enfin rien de particulier comme d'autres villes peuvent l'avoir. Donc nous renforçons le service de commerce, puisque notre tissu principalement ce sont des tissus de commerce, l'hôtellerie, la restauration aujourd'hui, qui représente à peu près 80% du tissu économique de la ville. Donc aujourd'hui, nous avons créé une maison du commerce dans lequel voilà, tous les acteurs du commerce de Biarros peuvent venir, avoir une assistance juridique, avoir des conseils de la CCI. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train d'installer et peut-être demain, une attractivité plus importante en matière fiscale. Et alors, question qui est posée par
Je vous dis ça tout de suite. Alors, enfin, c'est plutôt une double question qui est posée par, vous voyez, vous suscitez grand intérêt. Allez, par Stéphanie Griffith. Alors, première question, écologie, mobilité, peut-on favoriser les programmes de car sharing pour favoriser les transports plus fluides et innovants? Et la seconde, qui rejoignait le questionnement que nous avions, c'est le numérique. Finalement, est-ce que c'est une opportunité de dynamiser le territoire en toute saison, attirer des entrepreneurs? Comment les accompagner dans leur installation? Vous y aviez en partie répondu. Donc, le numérique et écologie mobilité. Alors, le car sharing, oui, c'est une très bonne idée. À ce jour, nous ne l'avons pas envisagé parce que nous sommes dans un premier grand chantier qui est le chantier qui va nous prendre, je pense, 2 ans et pour lequel nous avons recruté un spécialiste pour nous accompagner, qui est à la fois le chantier de la mobilité, avec évidemment ce volet qui est de la compétence de l'agglo, mais sur lequel nous souhaitons développer des navettes intramuros qui sont déjà très prisées par les biarros, mais nous souhaitons densifier ce réseau de navettes. Alors, pour l'instant, elles sont gratuites, mais on pourrait envisager demain qu'elles soient payantes à coût extrêmement modique. Et également travailler sur le chantier du stationnement, parce que nous sommes une ville configurée à l'ancienne et tous nos parkings sont des parkings souterrains en hyper centre-ville. Donc ça veut dire que tout est fait pour attirer la voiture au centre-ville de Biarritz, alors qu'aujourd'hui, bien évidemment, la tendance est de faire disparaître la voiture du centre-ville pour piétoniser. Et donc aujourd'hui, nous avons un grand défi, une ville, excusez-moi, très en pente, qui ne favorise pas forcément le vélo, une ville avec des toutes petites rues et une ville avec des parkings en hyper centre-ville. Donc nous avons un triple défi, le stationnement, la mobilité et la circulation, et donc qui va être notre premier grand chantier. Bien sûr, le car sharing a toute sa place dans ce chantier, et donc je note aussi cette idée de car sharing qui peut venir enrichir notre réflexion sur ce chantier. Merci. Autre question. Alors, je vais demander à Tralprin de la poser, puisqu'elle est assez complète. Tralprin. Oui, bonjour, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, Oui, alors justement, c'est très, cela tombe bien parce que nous avions fait, nous, le choix de qui nous, transférer. qui Nous, nous. c'est en fait, j'ai cofondé une start-up qui s'appelle Quants United. Et avec mes cofondateurs, nous avions réfléchi à transférer le siège et la recherche-développement de la société qui était au départ à Versailles à Bidart, au technopole de l'Estia. Parce que notre pari, c'était de se dire, la région peut attirer, nous avions fait un sondage, d'attirer beaucoup plus rapidement nos recrues, qui sont les data scientists. Et en même temps, c'est là où il y a une qualité de vie et un dynamisme. Donc ça, c'était notre pari. Et donc là, actuellement, la start-up est à Bidart, à l'Estia, mais je me posais la question par rapport à tous vos initiatives. Donc Jean-Paul et vous-même parliez de je dirais de la synergie entre la mairie et le fonds Ildara. Comment vous associez l'agglomération au sens large, donc c'est-à-dire Bidart, enfin tous les entrepreneurs environnants, pas forcément de la ville de Biarritz, parce que pour vous donner un exemple, dans l'équipe, nous avons en fait des data scientists qui sont déjà reconnus donc de leurs précédentes expériences et qui on a créé en fait une cellule de consulting justement pour aider justement par l'intelligence artificielle d'aider l'économie de la région. Et justement, on se pose la question comment, sous quelle forme, dans quel domaine, voilà. Donc, c'est très intéressant que vous ayez parlé d'expérimentation. Après, c'est vrai, dans quel cadre concret et par où commencer? Merci, Tram, pour cette question qui s'adresse à la fois à Maïder et à Jean-Paul. Maïder, si vous vouliez répondre. Oui, alors je trouve particulièrement intéressant toutes les suggestions des personnes qui nous lisent ou qui envoient des questions. D'abord parce que cette agglomération dont je vous ai parlé, qui est la deuxième plus grosse de France, elle n'a été créée qu'il y a 3 ans, donc en fait c'est un bébé. Elle est en cours d'évolution. Dans ses compétences, il y a l'économie. Et donc, on a besoin justement de réflexion, de matière pour nous accompagner, pour la perfectionner. Donc, je suis très impliquée sur tout ce qui est économie bleue, mais pas que, puisque ce sont les mêmes
ce sont les mêmes agents de la communauté d'agglo qui réfléchissent aux questions économiques. Et moi, ce que j'essaye de faire, justement, c'est de faire le lien entre ces services, la ville de Biarritz et d'autres acteurs comme Indara, par exemple, pour essayer de mettre tout le monde en relation, que tout le monde ne soit pas compétiteur, ne se voit pas comme des concurrents, mais se voit au contraire comme des acteurs tout à fait complémentaires. Et il faut, dans un premier temps, je pense, faire évoluer les mentalités, parce qu'une entreprise qui s'installe à Bidart, donc pour ceux qui nous écoutent, c'est juste à côté, c'est la Technopole. Et notre intérêt est justement de travailler ensemble, de voir ce qui est mieux pour une entreprise. Est-ce que c'est la Technopole Estia à Bidart? Est-ce que c'est la ville de Biarritz? Est-ce que c'est Bayonne? Est-ce que c'est Anglette? Donc aujourd'hui, voilà, il nous faut structurer notre accueil et considérer les acteurs privés comme des partenaires et non pas comme des concurrents. Merci. Jean-Paul. La question de tram apporte, à mon sens, une réponse dans deux directions. Il y a premièrement sur les talents qui sont aujourd'hui sur le territoire, quelles sont les conditions qu'on leur donne pour se développer davantage, quel est l'écosystème que l'on propose autour d'eux pour qu'ils aient à la fois des idées, des moyens, des compétences supplémentaires, des rencontres qui leur permettent de progresser. Et pour les entreprises qui se développent sur notre territoire, quels sont les débouchés qu'on peut leur apporter. Ça, c'est le rôle à la fois d'un espace de vie ensemble, de coworking. C'est la nécessité d'avoir des programmes d'accélération, des programmes d'incubation, des programmes de mentoring pour les startups. C'est tout ce qu'il faut que l'on ait pour aider les entreprises à trouver des débouchés, puis des idées nouvelles. C'est l'objectif d'Indara d'apporter tout ça. Ça, c'est véritablement pour aider les talents qui sont déjà sur le territoire ou les entreprises qui sont en train de se développer. Et la deuxième dimension, je trouve, c'est de poursuivre l'attractivité ou d'accroître l'attractivité d'un territoire comme le Pays Basque. Mais au-delà du Pays Basque, je ne veux pas parler du Pays Basque, je veux parler des territoires de façon générale, c'est d'accroître leur attractivité pour attirer des talents qui sont aujourd'hui très concentrés dans les métropoles et pour certains qui ont envie de se localiser, je le disais en propos introductif, à l'endroit où ils ont envie de vivre. À nous de les attirer, de leur donner tous les moyens et de leur montrer qu'aujourd'hui, avec les développements des technologies, du télétravail, ils peuvent parfaitement vivre sur des territoires comme celui-ci, tout en étant connectés au reste du monde. Donc, c'est les deux dimensions qu'il faut, je crois, manier en permanence. Les talents qui existent, leur donner les moyens et attirer de nouveaux talents. Merci Jean-Paul. Alors, question cette fois-ci de Catix Pennogi. Alors, elle est la suivante. Comment faire de l'économie bleue au fort potentiel de développement un véritable gisement d'emploi et un aimant à talents locaux ou extérieurs pour les territoires? C'est tout le défi que nous nous sommes donnés avec les collaborateurs au département. Et c'est également un des axes de développement de la région. Donc, il est très important pour nous de travailler avec la région qui, justement, va mettre des moyens à disposition. Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets qui sont dans les cartons au niveau de l'agglomération. Donc, je vous ai parlé du biomimétisme. Il y a également un projet de ferme houlomotrice, toujours en collaboration avec la région. Donc, pour moi, ce travail passe par une étroite collaboration avec les strates des collectivités territoriales qui sont compétentes, puisque ce sont des chantiers d'avenir et que je pense que notre territoire aujourd'hui a vocation à développer des services ou des secteurs qui ne sont pas encore développés. Et l'économie bleue, même si Biarritz, là encore, dans les années 30, avait créé la première centrale houlomotrice au phare, projet qui a été abandonné, on a vraiment l'impression qu'on a picoré, on a été des précurseurs, et puis tout ça s'est arrêté. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir relancer ces avant-gardismes, entre guillemets, et les concrétiser en partenariat avec l'agglomération et surtout la région. Merci. Nous passons à la troisième question. Alors, comment développer les possibilités d'accès au logement? Comment mener une politique de rénovation urbaine et de construction audacieuse?
Alors, les possibilités d'accès au logement, aujourd'hui dans une ville dont le prix au mètre carré s'envole, il reste aux décideurs que je suis, enfin que nous sommes, il reste le levier du logement social. Alors en général, quand on parle logement social, ça fait un petit peu peur. La réalité, c'est que 70% des Français sont éligibles au logement social. Et qu'aujourd'hui, nous avons un levier qui est le levier de l'accession sociale à la propriété, et en particulier avec un autre outil qui a été créé qui s'appelle le BRS. BRS, ça veut dire Bail réel solidaire, et qui est un outil qui permet justement d'avoir accès au logement, mais un accès qui fait la différence entre le terrain et la construction, un petit peu sur le modèle anglo-saxon, et qui a pour vertu de faire baisser le prix du logement, puisqu'on n'est que locataire du terrain sur un bail qui va durer 99 ans. Et également, ce qui est très important pour une ville comme Biarritz voilà, qui manque de logement, qui permet à ce logement de rester dans le quota du logement social. Donc aujourd'hui, nous avons ce levier-là. Nous avons un autre levier, mais qui est plus compliqué, sur lequel on a besoin d'un accompagnement des parlementaires, qui nous permettrait de récupérer des logements à la location à l'année, parce que nous ne sommes plus aujourd'hui capables de proposer des logements de location à l'année, parce que notre attractivité a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de locations saisonnières de type Airbnb, et que c'est créé malheureusement dans notre ville, et pas que, une industrialisation de la location saisonnière, et que beaucoup de personnes viennent acheter pour faire un investissement qui va rapporter. Et tous ces logements-là échappent désormais à la location à l'année. Donc, une action avec les parlementaires pour que l'État nous aide à limiter cette évaporation de la location à l'année. Et pour nous, une ambitieuse politique de construction avec en particulier un accès à la propriété via le logement accompagné ou aidé au logement social. Merci. Alors, nous sommes plus de 53 à vous écouter, c'est super. Alors, et posé de manière récurrente, finalement, quelle politique gérer pour les travailleurs saisonniers? Ah. Ça, c'est aussi un des cœurs de réflexion que nous avons. Nous sommes toujours dans la même problématique. Comment loger nos travailleurs saisonniers? Aujourd'hui, ça devient un vrai problème, puisque l'entrepreneur qui est en capacité de loger son travailleur saisonnier est celui qui va avoir accès à ce travailleur saisonnier. Donc, nous sommes en train, avec des acteurs privés, avec des bailleurs sociaux, de mettre à disposition soit des terrains, soit des bâtiments euh, pour du logement saisonnier, et également pour du logement étudiant. Je vous donne un exemple. Nous avions une auberge de jeunesse qui n'est plus du tout fréquentée par la population traditionnelle, et qui est propriété de la ville, que nous mettions à disposition quasiment gracieusement de la Fédération nationale des auberges de jeunesse. Eh bien, nous avons décidé, puisque le bail arrivait à échéance fin d'année dernière, de récupérer ce bâti et de le proposer pour en faire des logements saisonniers et des logements étudiants. Mhm. Alors, revenons à la politique de logement. Est-ce que vous avez une politique de construction et de développement urbain? Sachant que dans vos propos, on a compris qu'effectivement, vos prédécesseurs avaient une politique massive qui ne respectait pas la singularité de la ville. Quelle est votre politique dans ce domaine-ci? Biarritz est une ville qui est très éclectique, qui s'est construite avec un style architectural très, très divers. Il n'y a pas d'harmonie architecturale à Biarritz, c'est ça aussi qui en fait son charme. Et nous avons mis en place, enfin les mandatures précédentes ont mis en place des outils de protection justement de l'urbanisation, avec la mise en place du NAVAP. Donc nous sommes très contraints dans ce que nous pouvons au niveau de la ville mettre en place. Et construction audacieuse, voilà, nous sommes là aussi très contraints par tout ce qui est bâtiment de France. Donc nous jouons enfin un peu, nous marchons sur des œufs en termes de rénovation urbaine et de construction audacieuse, telle que votre question est posée. Donc nous préservons le patrimoine, nous empêchons les errements du passé, mais en même temps avec une contrainte très forte de la part des bâtiments de France.
Merci à vous. Donc, nous allons désormais ouvrir les micros et je vais donner la parole à Didier Brugère. Merci Loïc. Euh, je suis moi-même élu local d'un gros bourg, pour ne pas dire un gros village, dans le centre de la France, dans une zone complètement rurale. Et j'avoue que depuis peu de temps, hein, donc je découvre un petit peu toutes ces questions d'organisation territoriale. J'avoue que je suis très surpris par l'effroyable complexité entre les différentes structures qui relient nos communes. Comme je l'ai mis là sur une question écrite, entre communes, communautés de communes, cantons, agglomérations, pays, etc., etc., etc. J'avoue que je trouve qu'il faudrait essayer de lancer une opération de simplification. Alors, je sais que Jean-Christophe Fromentin, là, qui est avec nous, a beaucoup réfléchi et beaucoup proposé sur la question, mais ça m'intéresserait de savoir, Madame Aristegui, comment vous vivez cela au niveau local autour de Biarritz. Merci. Je crois que vous avez bien posé la problématique. C'est extrêmement complexe. Chaque réforme qui vise à simplifier, en réalité, complexifie. L'idée des agglomérations, c'était justement d'avoir des outils de mutualisation, de simplification. En tout cas, chez nous, je peux vous dire qu'à 158 communes, la simplification, elle n'est pas au rendez-vous, la mutualisation encore moins, et qu'ensuite chacun veut marquer de son empreinte sa collectivité. Et donc, on assiste plutôt, et là, je ne suis pas du tout politiquement correcte, mais on assiste plutôt à une guéguerre entre présidents de collectivités, chacun voulant, et c'est bien normal, défendre son précaré et faire le mieux possible pour son territoire. Donc, il y a effectivement un très, très gros besoin de simplification. Et je pense que ça sera une des tâches des prochains gouvernants. On a donc les agglomérations, les conseils départementaux, les conseils régionaux. Pourquoi est-ce qu'on a la ville qui s'occupe de l'école, le département qui s'occupe du collège et la région qui s'occupe du lycée? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose de plus simple? Voilà, donc il y a vraiment une réflexion qui est profonde et qui est lourde, qui va certainement, qui n'est pas simple. En tout cas, c'est un gymkhana et c'est très compliqué d'avoir les codes, mais on est obligé de les avoir parce que si on ne les a pas, on n'est pas en capacité de défendre son territoire. Merci. Jean-Christophe, qu'en penses-tu? Il faudrait que tu ouvres ton micro, Jean-Christophe. Merci. C'est clair qu'il y a, voilà, on est au bout d'un cycle. On a beaucoup bricolé, on a rajouté, on a modifié, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'incohérences et beaucoup de difficultés dans la gouvernance territoriale, comme l'a rappelé la personne qui posait la question. Il y a un enchevêtrement de structures, et je pense qu'on a davantage pensé aux structures plutôt que penser à l'efficacité, ou penser tout simplement à la lisibilité, ce qui est un principe quand même dans une démocratie, c'est que quand, que ce soit Meider ou moi, on nous demande dans la rue voilà, qui est responsable de quoi, c'est de plus en plus compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a des morceaux de compétences qui sont dispersés dans les différentes strates, et que cette action publique, elle devient inefficace, illisible et finalement beaucoup plus chère dans cette distribution, cette mauvaise distribution des tâches qu'elle pourrait l'être. Donc ça serait effectivement un des enjeux, je pense, de 2022, compte tenu en plus des mouvements territoriaux qu'on évoque, de restructurer, de réorganiser efficacement, simplement, lisiblement l'action territoriale. Je pense qu'il y a deux éléments qui viennent s'ajouter. Il y a un élément fiscal qui devient compliqué pour nous les maires, dans la mesure où on a perdu le levier, beaucoup de leviers fiscaux, la taxe professionnelle il y a quelques années, la taxe d'habitation récemment, et donc cette absence de leviers fiscaux obère quelque part la liberté, la libre administration des communes, comme c'est inscrit dans notre Constitution. Et donc ça, c'est un sujet qui devient compliqué. Et puis, il y a également cet enjeu de bien-être qu'on évoquait au début du débat. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on ne développe pas une gouvernance qui va dans le sens de l'attente des gens, de là où ils veulent vivre, du lieu où s'agrègent les services publics de façon cohérente, alors on risque d'avoir une politique de gouvernance territoriale qui donne plus d'importance, encore une fois, aux structures qu'à leur efficacité.
et là, on se fourvoie. Et le dernier élément, c'est l'équilibre des comptes publics, hein, qui va, à mon avis, poser crûment un système, le besoin d'efficacité dans la gouvernance générale. Et le dernier point, je pense que moi, je défends l'idée d'une meilleure contractualisation, c'est-à-dire qu'on est tous trop nombreux à faire des choses redondantes, et il va falloir à un moment qu'on se fasse confiance, que l'État fasse confiance aux communes, que les départements et les régions soient aussi des acteurs de confiance, et qu'on ait moins d'État qui contrôle, qui nous retire des compétences, qui nous prélève de l'argent. Et dans ma commune, 95% des impôts locaux sont prélevés par l'État, ce qui pose quand même un problème. C'est-à-dire que quasiment toutes les taxes locales qui sont payées par mes administrés sont prélevées par l'État. Et c'est là où on voit qu'on est tous au bout d'un cycle. Je ne sais pas comment est Biarritz, et les dotations de l'État sont nulles, voire maintenant négatives, alors qu'on fait des services pour le compte de l'État. Donc on voit bien que le système est à bout de souffle et qu'il est temps effectivement de le moderniser, de le repenser, de le réinventer sans doute. Christophe Meiner, ça vous inspire quelque chose? Je suis tout à fait en ligne avec Jean-Christophe. Simplement, c'est vrai qu'on crée de la difficulté et on crée aussi beaucoup d'emplois publics. Donc la difficulté pour réorganiser et pour réformer ce modèle va être ensuite la question de l'emploi public. Il faudra beaucoup de courage. Il faudra aussi que les concitoyens soient à l'écoute de cette problématique, parce que souvent, ça leur paraît, l'organisation leur paraît un problème assez lointain, en tout cas beaucoup plus lointain que comment est-ce que je répare le trou dans le trottoir ou comment est-ce que je plante telle essence d'arbre ou tel autre. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est le fondement de ce qui fait l'efficacité de notre action au quotidien. Et je pense également que depuis le début de cette crise, on a vu l'importance des petits rouages locaux que nous sommes, nous les maires. Et je pense qu'il faut qu'on nous donne plus de compétences, qu'on nous fasse beaucoup plus confiance, parce que quand on a un problème, quel qu'il soit, eh bien, on se dirige vers qui? On se dirige vers le maire. Et c'est le maire qu'on va voir. Merci. Alors, une question de Albert Domecq. Alors, Albert, souhaitez-vous la poser, s'il vous plaît? Albert? Voilà, bonjour. Oui, allez-y. Tout à l'heure était évoqué par M. Mazouillet, et à juste raison, le télétravail et l'envie de personnes des grandes villes de venir s'installer pour fonctionner sous ce système-là. Bien entendu, le télétravail oblige aussi toutes ces personnes à revenir vers leur siège d'entreprise qui fréquemment pour nous ici sur Côte Basque, sont sur la région parisienne. Donc, quelle est la politique ou les initiatives prises pour que le transport aérien et le ferroviaire permettent des liaisons rapides? Merci Albert. Là, c'est tout le travail que nous menons avec le syndicat mixte de l'aéroport Biarritz-Anglet Pays Basque, sur lequel nous travaillons avec les compagnies aériennes et aussi avec l'État pour préserver au maximum le service aérien, parce qu'on en est vraiment très dépendant. Moi-même, je dois me rendre la semaine prochaine à Paris. Je crois que j'ai dû avoir un malaise en regardant les prix d'Air France, qui étaient déjà très élevés. Il n'y a pas un aller qui soit à moins de 750 €. Donc là, je pense qu'on a un gros problème. Alors certes, c'est la crise, et je pense que c'est la crise qui rend cette folie absolue sur les prix. Mais en temps normal, et j'espère que ce temps-là va revenir, il faut absolument qu'on se batte pour préserver une régularité de l'aérien à des tarifs accessibles à tous, puisqu'en plus, au niveau du ferroviaire, nous n'avons pas le TGV, et je pense que nous ne l'aurons pas avant de très nombreuses années, parce que ces travaux sont extrêmement onéreux et l'État aujourd'hui n'a plus les moyens d'eux. Donc nous sommes peut-être le dernier territoire en France à ne pas avoir le TGV. Peut-être, si on fait un rêve éveillé, on peut imaginer que dans 10-15 ans, il arrivera à Bayonne. Mais là, vraiment, je suis très, très, très optimiste. C'est la condition sine qua non et on se bat pour ça avec la SNCF et avec bien sûr toutes les compagnies aériennes. Merci. Alors, question de Stéphanie Griffith. Stéphanie, je vous laisse la poser. Oui, alors j'avais plusieurs questions. Vous avez mentionné l'attractivité fiscale. Quelle est votre marge de manœuvre en tant que maire de la ville de
Biarritz pour favoriser la création d'entreprises. Je suis moi-même basée à Berlin et je réfléchis à deux choses. Soit je crée une société à Biarritz, soit je fais déplacer la société avec laquelle je suis maintenant et je relocalise quelques personnes. Dans ce cadre, j'étudie donc l'attractivité fiscale de la région. Quelle est votre marge de manœuvre pour nous aider à nous implanter dans la région? Merci. Alors, si c'est sous l'angle fiscal, justement, nous sommes en train d'étudier les possibilités qu'il y a de nous faire classer en zone d'attractivité fiscale. À ce stade, je n'ai pas de réponse définitive, mais en tout cas, voilà, c'est une des solutions que nous sommes en train d'étudier pour justement attirer Biarritz et le Pays Basque, pouvoir attirer plus d'entreprises. Donc, on y travaille. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse définitive, mais ça fait partie des pistes sérieuses sur lesquelles nous travaillons. Et est-ce que vous pouvez nous donner une idée du laps de temps? Est-ce que c'est dans les prochains 12 mois, 6 mois, plus longtemps? Là, on lance les études. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura une réponse. Merci. Merci. Question de Gilles Trichard. Gilles? Oui, à propos du biomimétisme, c'est un secteur que je suis de très près, et notamment à Senlis, qui a été, Pascal Loiseleur, la maire, réélue récemment, en a fait un levier de modernisation de la ville. Elle a transformé une caserne d'un régiment important. Et à chaque fois que je vais dans une ville, depuis quelque temps, il y a des projets dans le biomimétisme, au-delà de l'effet de mode, bien sûr. Je voulais juste savoir si vous étiez en relation avec vos collègues, vos homologues. À Venise, il y a un projet de biomimétisme marin, de centre de biomimétisme marin, avec beaucoup de partenaires industriels, économiques. C'est vraiment très intéressant ce qui se passe dans ce domaine. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, comme je vous le disais en préambule, c'est un des axes que va développer l'agglomération Pays Basque sous ma houlette, dont nous sommes à la recherche d'un foncier pour pouvoir accueillir ces activités-là, et également des activités de recherche en partenariat avec l'Université de Pau. Donc, nous souhaitons implanter une cellule de biomimétisme à Biarritz en relation avec les chercheurs de l'Université de Pau. Et Bordeaux, j'imagine. Bordeaux. Au niveau des sciences, c'est pas mal aussi. Oui, mais en tout cas, aujourd'hui, la cellule telle qu'elle existe est basée à Pau. Alors, bien sûr, l'ouvrir à d'autres, y compris Bilbao. Il y a eu des approches avec Bilbao. Bien sûr, enfin, éventuellement avec Bordeaux. Mais en tout cas, aujourd'hui, Pau nous accompagne dans cette mise en place. Merci. Merci. Alors, il y avait à ce moment-là une question posée par... Alors, Jurasti Birène, je vous laisse le soin de poser votre question. Oui, bonjour. Non, ce n'était pas une question en fait. J'ai juste réagi par rapport à l'intervention de Madame le maire concernant le transport, parce qu'effectivement, c'est important pour l'activité économique des locaux et les déplacements, mais également pour le tourisme d'affaires, on est très, très dépendant. Surtout que jusqu'à présent, quand même, on avait 80% pratiquement, sinon plus, de notre clientèle qui venait de Paris. Et de toute la France, et bon, vu les transports aériens, ils passaient forcément par Paris, donc c'est quelque chose que nous suivons de près également, effectivement, un retour, je ne sais pas si au même niveau qu'avant la crise, mais en tout cas, qui soit plus important que ce qui est aujourd'hui. Et sinon, j'étais intervenue par rapport à la structure qui existe actuellement au niveau de la CCI, qui s'appelle Invest in Basque Country. Donc voilà, j'étais en train de transmettre un contact à Madame Griffith. Donc il y a des personnes qui travaillent effectivement, qui essayent d'apporter des solutions pour les gens qui veulent investir au Pays Basque. Merci, merci, merci. Alors, question de Laurent Bourguignat. Laurent, voulez-vous poser votre question?
Oui, bonjour à tous. Merci pour cette séance vraiment passionnante. Je m'interrogeais sur la place de l'intercommunalité, je ne sais pas comment elle fonctionne précisément à Biarritz, peut-être une communauté d'agglomération, notamment dans ce qui a été dit sur la pression qui s'exerce sur la ville de Biarritz en matière d'immobilier, éventuellement de stationnement, mais surtout sur cette difficulté à loger les, les travailleurs saisonniers, éventuellement les porteurs de projets, futurs chefs d'entreprise. Est-ce que la solution, elle n'est pas aussi à l'échelle de l'agglo? Est-ce qu'il y a des solidarités qui existent à ce niveau? Je vous remercie. Merci. Oui, bien évidemment, et nous sommes en train de travailler sur le PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal, qui bien évidemment, à l'échelle de 158 communes, va être quelque chose d'assez long. Le problème du logement, bien sûr, ne se résoudra pas à l'échelle de la ville de Biarritz, mais nous ne souhaitons pas non plus recréer à Biarritz ou à Bayonne ou à Anglet des problématiques de grandes villes, à savoir loger assez loin nos travailleurs, enfin les gens qui viennent s'installer, de façon à recréer des bouchons, des difficultés de stationnement, alors que tout le monde parle de la ville du quart d'heure. Il ne faudrait pas justement que, en travaillant trop à l'échelle de l'agglo, nous nous éloignions de cette proximité et de ce qui fait finalement l'attractivité du territoire, sa qualité de vie et sa qualité de ville. C'est la proximité qu'on peut avoir lorsqu'on vit dans un quartier et qu'on travaille dans un autre. Voilà, donc c'est simplement le bémol. Oui, ça se fera à échelle de l'agglo, mais ne perdons pas cette richesse de la proximité et de l'accessibilité facile du logement à l'endroit où je travaille. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, en soulignant que nous sommes plus de 50 et que nous sommes même connectés en Irlande. Je salue Don Whelan. Alors, d'autres questions? Christophe Duferroy? Sur les aspects logements, peut-être? Non, moi, c'est clair, le sujet du logement, il est central. Hein. Oui. Alors, merci Loïc de me donner la parole. Peut-être juste une remarque. Bonjour Madame le maire. Je suis très heureux d'être présent ce matin et j'écoute avec attention les échanges pour une raison un peu particulière, puisque je travaille dans une filiale du groupe Action Logement qui s'appelle INDI Sud-Ouest et nous sommes justement très préoccupés enfin très soucieux d'accompagner notamment les entrepreneurs sur des solutions de logement. Et je soulèverai juste ce matin que nous sommes en train de construire à Anglet une structure de 160 logements à destination notamment des travailleurs saisonniers. Solution qui intègre de la mobilité verte, qui intègre des espaces de coworking, qui intègre des espaces de convivialité avec des terrasses vers l'extérieur. Donc je ne suis pas là pour faire de la publicité pour ma structure, mais simplement, c'est vrai que tout ce dont on a parlé fait écho à une réflexion que nous avons, qui est une réflexion globale visant à des solutions d'accompagnement, c'est notre métier, des entrepreneurs, y compris sur des solutions temporaires et en particulier sur le travail saisonnier. Voilà, je tenais à le dire, on réfléchit beaucoup aux solutions de mobilité. On intègre systématiquement des box pour des vélos, par exemple des vélos électriques, des bornes électriques pour rechargement de véhicules électriques. Nous sommes positionnés pas loin de l'aéroport d'Anglet, auprès d'un nœud de transport qui permet la mobilité plus largement d'Anglet, peut-être jusqu'à Biarritz, sait-on jamais, mais en tout cas cette réflexion sur les transports est une véritable réflexion pour faire une sorte de communauté d'intérêt, et en particulier sur ce travail saisonnier. Et voilà, la question était de savoir si d'aventure certains groupes intégraient des acteurs comme nous, s'il était possible éventuellement de candidater pour être un modeste contributeur, mais un contributeur très proactif avec votre territoire. En tout cas, sachez qu'on se connaît bien avec le CEPS. Nous serons, et je serai pour ma part, à votre disposition. Merci, ça s'appelle une offre de service. Merci Christophe. Merci. Sachez juste, je réponds juste rapidement, nous avons 2 quartiers en devenir, dont un plutôt à court terme, qui est le quartier Aguilera, qui est un grand plateau sportif qui héberge
le fameux club de rugby, le Biarritz Olympique Pays Basque. Et donc, nous avons du foncier sur ce terrain sur lequel nous travaillons parce que dans les 4-5 ans, naîtra sur ces terrains un nouveau quartier que nous ambitionnons pour être un éco-quartier. Et bien évidemment, il aura vocation aussi à faire de l'habitat inclusif. Donc, il y a toute une réflexion sur ce quartier qui est en cours d'évolution. Et bien évidemment, Christophe, je vous invite à vous rapprocher de nos services pour nous faire partager votre expérience angloï. Nous ferons avec plaisir. Super. Alors, question de Katica Pen. Je vous laisse poser votre question. Oui, bonjour Madame Arostegui. Vous avez avant évoqué très justement donc l'identité transfrontalière, la coopération transfrontalière à laquelle vous êtes attaché. Et j'aurais voulu savoir en fait quels étaient vos souhaits, vos souhaits quant à un développement de l'identité transfrontalière et donc européenne de Biarritz et du Pays Basque. Parce qu'en effet, ce serait vraiment intéressant de mieux mettre en avant cette localisation exceptionnelle au sein d'un bassin qui est complètement pour nous dynamique, transfrontalier, de proximité, pour renforcer l'attractivité du territoire et de la ville auprès des entreprises. Merci, Katica. Merci pour cette question. À peine 3 mois après mon élection, mon premier déplacement a été à ma demande à Saint-Sébastien, à Donostia, et j'ai donc rencontré le maire, Eneko Goya, avec lequel j'ai passé toute la journée. Et il y a une très forte volonté de la part de nos deux villes de travailler ensemble, de créer un pont. Alors peut-être en dehors des structures existantes, mais sur lequel voilà, on a des besoins communs, on a des envies communes, et pouvoir travailler sur un large secteur transfrontalier, bien sûr sur le domaine du tourisme, mais pas que, le domaine des transports, le domaine de la culture. Donc nous sommes en train d'élaborer une convention avec la ville de Saint-Sébastien, et nous avons nommé, enfin chacune de nos villes a nommé un responsable, un référent. Et donc, nous travaillons aujourd'hui justement à ce développement transfrontalier qui se fait, on va dire, à l'initiative des deux villes. Et bien évidemment, toute la partie tout ça vise aussi à amener ce territoire vers une vraie transfrontalité, notamment économique, puisque nous avons à notre porte un territoire d'un dynamisme et d'un avant-gardisme exceptionnel. Et donc, pour moi, il est urgent de se rapprocher. Alors, bien sûr, l'Occitanie, bien sûr, la Nouvelle-Aquitaine, nous en faisons partie, mais également ce petit territoire qui est le Pays Basque côté espagnol et qui est le deuxième territoire le plus dynamique d'Espagne avec la Catalogne. Merci. Jean-Christophe, tu souhaitais intervenir, j'ai été coupé la parole, je te prie de m'en excuser. Non, je disais que le sujet du logement, c'est bien sûr le sujet central, et c'est celui qui motive les mouvements qui sont en germe. Voilà, il y a plusieurs actions. Il y a l'action Cœur de Ville qui est menée par l'État, qui n'est pas inintéressante sur 222 villes moyennes. Voilà, mais qui pour autant peut être aussi asymétrique. C'est-à-dire que s'intéresser au cœur de ville et investir, comme le fait l'État au cœur de ville, c'est bien, mais il faut mettre en parallèle les équipements publics. La maire de Biarritz en parlait à juste titre. Hein, il y a un parallélisme des formes. Il faut mettre également en perspective la connexion avec les métropoles, l'interland des villes moyennes, c'est-à-dire les zones rurales. On ne peut pas isoler le problème du logement, il fait partie d'un tout. Et ça sera, je pense, le grand point que la stratégie de l'État devra préciser dans les années à venir. Il y a une surtension dans les métropoles. Ces métropoles ne sont pas les lieux dans lesquels les gens veulent vivre, puisqu'il y a à peu près 15% simplement des Français qui veulent vivre dans les métropoles. Il y a ces actions, ces opérations Action Cœur de Ville. Il y a là un élément à mieux coordonner, à mon avis, pour mettre mieux en perspective l'investissement, l'organisation de l'immobilier et de l'habitat dans les années à venir. Les PLUI, les plans intercommunaux, peuvent être des outils pour mettre de la cohérence dans nos agglomérations ou nos communautés de communes, mais il manque quand même un peu une vision de long terme qui accompagne ce grand sujet critique du logement en France. Et je rappelle que la loi SRU, dont on parle beaucoup quand il s'agit de mettre en avant les carences de certaines villes, l'article 55 sur le logement social était un seul article. La loi SRU, c'était une loi de rééquilibrage des territoires. Et c'est
probablement parce qu'on n'a pas assez rééquilibré les territoires ou équilibré les territoires et rendu cohérent l'aménagement du territoire, qu'on a créé des poches de tension dans un certain nombre de villes. Et il faut revenir à l'esprit de ce qu'avait été il y a 25 ans cette idée de faire une action, une loi peut-être, mais en tous les cas de programmer mieux sur le long terme l'organisation de l'habitat sur l'ensemble du territoire en partant des attentes et des desiderata des Français. Je pense que là, il y a un grand chantier qui est aujourd'hui un chantier qui n'est pas abordé ou pas ouvert à l'aune de l'enjeu qu'il représente. Voilà, j'en profite pour dire que je suis obligé de quitter la réunion parce que j'ai une réunion à 10 heures. Je salue ma collègue et tous les participants et merci d'avoir organisé ce tour des villes. Je t'en prie, à bientôt. Bientôt. Alors, il est exactement 10h07, c'est le moment de la synthèse. Rémi. Oui, merci Loïc. Je vais être rapide, mais je vais juste pointer deux, trois questions qui me semblent ressortir de façon évidente quand nous, on scrute au quotidien l'ensemble des territoires français, et de la plus petite ville aux métropoles. Et là, Madame Arostegui, moi, vous me bluffez, hein, vous incarnez véritablement, d'après ce que je peux voir dans l'ensemble de la France, après ces élections municipales, vous incarnez toute la modernité de la fonction de l'élu. Ça me paraît évident, et je vais dire en quoi j'ai relevé 3 points. D'abord, parce qu'en effet, sur la problématique qu'a posée Jean-Christophe Fromentin en commençant et en terminant de l'attractivité nouvelle des villes moyennes, de ce point de vue-là, ces villes moyennes sont interrogées forcément dans leur capacité d'adaptation et d'innovation pour assurer cette fonction, en effet, attendue par des Français qui trouvent des qualités de vie qui leur donnent des obligations à ces villes, même si votre population baisse encore un peu, d'après les chiffres de l'INSEE. On sent bien une dynamique déjà présente. Et je noterai que Biarritz ne fait pas partie des villes que l'État a ciblées pour les accompagner dans une rénovation, une relance, une revitalisation de leur cœur de ville. L'action cœur de ville ne concerne pas Biarritz, concerne Bayonne, mais ne concerne pas Biarritz. Alors en revanche, on voit bien que ce dynamisme qui est endogène et que vous avez pris en main, il se développe à une nouvelle échelle. C'est mon deuxième point, c'est cette capacité de partenariat que vous développez et qui s'est illustrée, y compris dans les échanges avec des intervenants qui illustrent ce que sont les différents acteurs des villes aujourd'hui. Alors, vous avez parlé beaucoup des échelons territoriaux et ça me paraît évident que cette imbrication des territoires, elle permet aujourd'hui le développement et si elle n'existait pas, elle ne le permettrait pas comme autrefois où chacun vivait un petit peu dans sa commune, replié sur lui-même. Vous-même, vous siégez à l'agglomération, vous siégez au département, mais vous travaillez forcément avec la région Nouvelle-Aquitaine. Évidemment, cette dimension partenariale entre les territoires est évidente et je note à nouveau, puisque j'ai parlé de l'État dans mon premier point, que parmi les partenaires territoriaux que vous citez, l'État, vous ne le faites venir sur la table un peu que comme une contrainte quand vous parlez de patrimoine, donc quand vous parlez de artificialisation des sols et de densité. Et je dois dire que c'est tout à fait formidable, quelque part, que cette prise d'autonomie en réalité des territoires par rapport à l'État central, et je pense que c'est le mouvement de l'histoire qu'on voit un petit peu partout et que la discussion de la loi 4D, comme on dit, qui devrait amener un pas nouveau dans la décentralisation et la déconcentration des pouvoirs au niveau du terrain. Et vous êtes déjà en avance et je pense que vous êtes parmi les territoires qui vont nourrir le débat et l'évolution de la loi, y compris sur la question fiscale qui a été soulevée tout à l'heure. Et alors, le dernier point, et qui en est la conséquence, c'est que cette complexité, je n'ai pas cité tous les acteurs privés avec lesquels, en effet, vous êtes en partenariat et avec lesquels vous travaillez. Là aussi, c'est une attitude d'esprit qui est sans doute nouvelle chez les nouveaux élus, dans la nouvelle génération d'élus, c'est d'être en partenariat, y compris avec les acteurs privés. Vous en avez parlé à propos du numérique, mais on pourrait en parler effectivement à propos du logement également. Et c'est là que je veux en venir pour finir, c'est le troisième point. C'est, vous illustrez bien, et les questions aussi l'ont illustré,
la montée en puissance de l'imbrication des questions. On ne peut plus raisonner et fonctionner en silo. Vous avez vous-même d'abord parlé, Madame le maire, du lien entre économie et écologie, qui est une de vos, comment dire, un de vos sujets de mobilisation premiers. L'écologie qui n'est pas seulement une ardente obligation si nous voulons tenir l'objectif 2 degrés ou 1,5 degré en 2050, mais aussi une opportunité d'investissement et de développement, et vous l'avez, je pense, bien montré. Alors, donne nouvelle, y compris lorsque vous mettez en avant la proximité. La proximité, eh bien, c'est une approche qui oblige à traiter en transversal tous les sujets pour aller vers une qualité de vie. Parce que si la grande échelle oblige à traiter à la fois les zones agricoles qui font partie de l'agglomération dans laquelle vous êtes et les zones centrales, la zone centrale ne peut pas être que la densité que vous avez évoquée, que l'État vous demande. C'est les solutions qu'un écoquartier pourra apporter, comme autour du stade Aguilera, ou dans les quartiers existants. Et de ce point de vue, je note que les élus dorénavant sont obligés de s'appuyer sur de nouveaux outils, car on l'oublie trop souvent, mais la question urbaine mobilise des dimensions techniques, souterraines, cachées, mais dont les élus ont la responsabilité. Et vous avez parlé de la réorganisation de vos services techniques, mais vous avez parlé aussi du recours à de nouveaux outils comme l'établissement public foncier local du Pays Basque, qui va vous permettre de développer de l'accession sociale à des prix abordables à 20% ou 30% en dessous des prix du marché. Mais on pourrait aller plus loin pour montrer cette dimension-là, mais qui s'est bien illustrée, je trouve, également dans la discussion. Le logement, la circulation, les déplacements, la qualité de vie, la nature en ville ou la ville dans la nature, selon ce qu'on veut. Voilà, c'est une globalité désormais que vous devez traiter, et je trouve que c'est vraiment ressorti de l'ensemble de nos débats. Voilà, cher Loïc, Madame le maire, merci de ce tour d'horizon en 1h30, c'est un challenge, bravo. Merci Rémi. Alors, le mot de la fin est pour effectivement Maïder, et le mot de départ sera pour Jean-Paul, pour le bien aller. Alors, Maïder. D'abord, vous remercier de ces échanges. Moi, j'ai pris également non seulement beaucoup de plaisir, mais également beaucoup de notes sur des améliorations que je vais tout de suite communiquer à mes adjoints, qu'on va pouvoir mettre en place, notamment l'idée du car sharing. Et puis, une réflexion aussi par rapport à tout ce qui est accueil, faire bien plus que ce qu'on avait prévu au départ, et vous dire que le chantier est immense, c'est un premier mandat. La crise aujourd'hui multiplie les attentes, multiplie les défis, et je pense qu'aujourd'hui, c'est passionnant parce qu'au quotidien, ça nous demande de nous réinventer, c'est beaucoup d'énergie. J'y passe mes jours, je dirais pas mes nuits, mais presque. C'est un immense privilège, je pense finalement, que d'attaquer un premier mandat de maire dans cette période qui est une période qui, je l'espère, sera une période de renouveau et de reconstruction de nos vies et de nos territoires. Merci Maïda pour nous avoir accueillis. Voilà, c'est à toi Jean-Paul. En conclusion, je trouve que cette conférence a permis de mettre à l'instar de tout ce qui se passe dans les organisations, la difficulté, c'est de faire la synthèse entre le quotidien et les problématiques que l'on peut avoir sur le terrain, et la vision très long terme, vision à la fois dans la géographie, mais également dans le temps. Et Maïder l'a bien dit en essayant en permanence de faire le lien entre ces problématiques, qui sont des problématiques très très court terme dans une organisation qui peut être compliquée avec les différentes strates administratives, et la vision beaucoup plus lointaine
autour de comment attirer, comment rendre son territoire attractif, comment le préparer au futur, comment prendre en compte toutes ces évolutions sociologiques qui sont accélérées évidemment par le numérique et par la crise, mais comment bien préparer son territoire. Et c'est toute la difficulté d'arriver à gérer les deux. Encore une fois, dans la dimension temporelle et dans la dimension géographique, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Je trouve que ça ouvre très très bien ce cycle des tours de ville. Un grand merci à Maïder de s'être prêté à cet exercice en premier. C'est pas toujours facile. Et puis, et Loïc, maintenant, je te laisse la parole pour les prochains rendez-vous, justement. Absolument, merci à toi, merci à vous tous. Deux petits commentaires. Gilles Trichard, rassurant dans cette période de voir une telle élue. Vous voyez, vous avez fait un tabac. Et en prolongement, Luis Diaz, c'est félicitations pour la présentation de la ville de Biarritz. Donc, et les compliments tombent. Écoutez, c'était rafraîchissant d'être avec vous, d'avoir quelqu'un qui a une vision, et ceci va nous aider dans ce Tour de France que nous commençons. N'oubliez pas de nous faire parvenir le questionnaire qu'on a fait parvenir à vos services, qui va nous permettre d'alimenter cette réflexion. Et il se peut qu'on termine finalement, super, qu'on termine d'ailleurs ce cycle et qu'on vienne présenter les résultats à Biarritz. C'est possible, c'est tout à fait possible, on en reparlera. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous, c'était super d'être avec vous. Bonne journée. Très belle journée à tous. Merci. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci, très belle journée.